Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous avons le plaisir de vous accompagner tout au long de ce mois sacré, vous le savez maintenant, pour vous aider au mieux à accomplir ce quatrième pilier de l'islam en toute sérénité. Ce soir, notre émission est consacrée aux enfants. Avec mes invités, nous aborderons deux sujets différents. D'abord, la circoncision, ce rituel souvent pratiqué pendant le ramadan. Quelle est son importance pour la santé de nos enfants? Par qui et dans quelles conditions doit-elle être pratiquée? Il faut dire que cette année encore, le ministère de la Santé a rappelé la réglementation en vigueur qui interdit de pratiquer cette opération en dehors des services chirurgicaux, des établissements hospitaliers publics et des cliniques privées. Nous parlerons également du jeûne des enfants, comment les accompagner pour l'observer sereinement, sans conséquences sur leur santé. Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Dr Waliken Sabrina. Vous êtes chirurgienne pédiatre, bienvenue. Merci, bonsoir. Vous êtes installée à votre compte à Cheraga, je le rappelle. Oui, tout à fait. Et j'ai également l'énorme plaisir de recevoir le professeur Riyad Mostafa. Vous êtes chef de la commission santé au CNES. Vous êtes pédiatre. Je rappelle d'abord que vous êtes spécialiste en pédiatrie. Vous êtes chef de la commission santé au CNES et vous êtes président de la FOREM, la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir Dr Saadi Akmoun. Vous êtes spécialiste en nutrition. Bonsoir. Bonsoir Sarah, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle juste que vous allez intervenir dans la deuxième partie de l'émission. Merci de nous accompagner pendant cette première période de l'émission. Nous allons parler, bien entendu, comme je le disais à l'instant, de la circoncision, ce rite ou ce rituel pratiqué souvent par les familles algériennes pendant le ramadan, notamment à partir du 15e jour du mois sacré, l'Ilt Nosfia comme on dit, et le 27e jour, donc l'Ilt Sbaou Ashrin, qui est ancré dans notre culture, n'est-ce pas, professeur Khiaté, mais faut-il rappeler que faire la circoncision pendant le ramadan, il n'y a rien d'obligatoire dans la religion, c'est-à-dire il n'y a rien qui indique une obligation dans la religion musulmane de devoir faire la circoncision pendant le mois sacré du ramadan. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un rite abrahamique qui date de Sidna Ibrahim, bien sûr, et qui est institué pour les musulmans, normalement pour les religions monothéistes, mais pour les musulmans, ça représente un acte extrêmement important qui peut être moins obligatoire, enfin pas obligatoire, mais disons moins imposable que pour les juifs qui le considèrent comme faisant partie de la religion. Et tant qu'il n'y aura pas de circoncision, il n'y a pas de nom qui est donné et qui est fait au 7e jour. Nous, c'est plus, disons, l'approche est plus laxiste. L'enfant peut être circoncisé à tout moment, durant son enfance. Et je dirais en parenthèse, qui est peut-être anecdotique, c'est que pendant la période ottomane en Algérie, il y avait beaucoup de marins qui faisaient partie des corsaires et qui venaient et qui s'islamisaient. Oui. Et qui étaient soumis à la circoncision à l'âge adulte. Donc, alors, je vous pose un peu cette question aussi, professeur, quand je dis qu'il n'y a rien d'obligatoire dans la religion par rapport à la coïncidence avec le mois de Ramadan, parce que souvent, malheureusement, ce rituel qui est synonyme de fête, synonyme de communion, se transforme en drame pendant cette période, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont circoncis pendant cette période, et puis parfois aussi il y a des sortes de circoncisions collectives qui peuvent être très dangereuses, docteur Waliken. Tout à fait, comme on a toujours remarqué que pendant le mois sacré, il y a une charge, et une demande accrue surtout comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc automatiquement les gens, comme ils le prennent comme un rituel ou une tradition religieuse, donc ils se disent que Firmdan, on va le faire, et c'est encore mieux pour comme on dit, Yidkhil fil Islam, Firmdan, et bon, ça n'a rien à voir en fait. Exactement, c'est doublement mérité. Mais comme on a dit, donc cette charge va s'accumuler au niveau des hôpitaux, et par la suite, donc comme les hôpitaux, comme la circoncision n'est pas un acte médical, on va dire, donc il va
entraver en fait le travail de nos services et de nos blocs opératoires. Et donc ça demande un personnel quand même médical ou chirurgical et l'instrumentation aussi. Et donc il y a une fatigue qui va s'installer. Il y a toute une mobilisation. Voilà, en fait, tout à fait. Donc voilà, c'est de là d'où on a remarqué qu'il y avait des complications à partir d'un certain nombre pratiqués. Ouais. Voilà. Il y a eu plus que des complications, hein, il y a eu des accidents. Oui. Des drames, voilà. des drames. Ce qui est regrettable aussi, peut-être parce que ça se pratique encore aujourd'hui, c'est même à l'intérieur du pays, hein, professeur, vous êtes d'accord avec moi, beaucoup de fêtes de circoncision collective se font à l'occasion justement de la nuit du doute, hein, le 27 du Ramadan. Et c'est ça, peut-être rappeler aux gens qu'on peut le faire pendant toute l'année et qu'on n'est pas obligé de le faire uniquement pendant le Ramadan. Non, tout à fait. La circoncision peut être faite à n'importe quel moment, avant l'entrée à l'école, mais plus c'est précoce, mieux ça vaut, mais elle est étalée sur toute l'année. Il vaut mieux choisir soi-même la période pour qu'il n'y ait pas justement cet encombrement dont parle Dr Walikan, et le faire dans de bonnes conditions. Oui. Il faut choisir soi-même. Maintenant, vouloir le faire obligatoirement durant le mois sacré du Ramadan et encore durant les 10 derniers jours du Ramadan, ça pose un réel problème. Absolument. Parce que le nombre est tellement important. On sait que durant les 5 ou 6 dernières années, il y a eu 1 million de naissances par an. Cela veut dire qu'il y a au moins 500 000 mâles qui arrivent tous les ans et qu'on doit circonciser. Ça pose un réel problème. Oui, absolument. Alors, je vais vous inviter justement à regarder un reportage qui revient sur la circoncision, à expliquer ce que c'est déjà, et puis l'importance justement d'un bilan préopératoire. Regardez, c'est un reportage signé Yasmine Messoudi. La circoncision, une étape importante dans la vie des jeunes garçons. Pratiquée généralement sous anesthésie locale, cette intervention chirurgicale nécessite une préparation au préalable. Quand il est à un âge où il comprend, etc., on ne lui dit pas, voilà, viens, on va aller chez le médecin, tu vas devenir rajé, ça n'existe plus. Il faut lui expliquer c'est quoi la circoncision, le pourquoi du comment et l'après. Aussi, il faut un examen clinique. Il y a des gens qui partent faire directement des circoncisions sans avoir vu le médecin avant. Il faut un examen clinique à la recherche de certaines malformations, d'accord, et bien examiner le patient et demander un bilan préopératoire, qui est primordial. À savoir une formule et la trace sanguine pour être sûr que l'enfant cicatrise, que l'enfant coagule bien. Une opération à ne pas prendre à la légère, d'où l'importance d'être pratiquée dans une structure appropriée et par un chirurgien afin d'éviter toute forme de complications. Il y a une circulaire du ministère de la Santé que ça doit être pratiqué par un chirurgien, qu'il soit général, pédiatre ou urologue. Et aussi, nous sommes tenus de présenter des moyens. Donc ça ne doit pas se faire dans un cabinet. Aussi, c'est une circulaire et les parents ne seront pas au courant de ça. Ils vont le faire dans des cabinets ou ils appellent quelqu'un pour le faire toujours à la maison. Ça doit être fait dans un milieu hospitalier ou dans une clinique. Après l'intervention, les soins prodigués aux petits sont simples. Comme on dit, il faut être propre et puis c'est tout pour éviter l'infection. Il faut savoir, après la circoncision, il ne faut pas trop banaliser le geste non plus. D'accord ? Il n'y a pas de petite chirurgie, de grande chirurgie, c'est une chirurgie. Il y a des complications qui sont inhérentes à toute chirurgie, il y a des complications qui sont propres à cette chirurgie. Même si dans la plupart des cas cela se passe bien, après la circoncision, les parents sont appelés à surveiller l'évolution de la cicatrisation et surtout à ne pas hésiter à consulter leur chirurgien en cas de doute. Alors, on a écouté un peu le professeur Amina Taibi, je vous rappelle qu'elle est chirurgienne viscérale. Elle a parlé de ce qu'il y a autour de cette opération, notamment la banalisation peut-être de cette opération qui est la circoncision. Mais peut-être avant d'aller justement vers ce qu'il y a autour, devrions-nous expliquer qu'est-ce que la circoncision déjà, docteur Walikan ? Oui, bien sûr, la circoncision est un acte chirurgical avant tout, qui consiste à enlever la peau qui est sur le gland. C'est une postectomie. C'est l'ablation du prépuce, qui peut être partielle, mais
la circoncision chez nous, elle est totale. C'est-à-dire qu'il faut dégarnir le gland. C'est ça le principe de la circoncision. J'insiste sur le fait que la peau, plutôt l'ablation du prépuce doit dégarnir en permanence. Le gland doit être dégarni en permanence. Pourquoi? Parce que c'est de là vont découler certaines complications qui sont par exemple l'excès de peau. D'où on va aller vers refaire la circoncision, la reprise de circoncision. Donc voilà, c'est ça en fait la circoncision. Et puis, comme elle a dit, il faut une préparation particulière. Donc, il y a une préparation mentale quand l'enfant est plus âgé. Et donc, idéalement, il faut le faire précocement, à la naissance, les quelques mois qui suivent la naissance. Comme on a dit, comme on parle de religion, donc il y a la harira aussi. C'est-à-dire, si on parle d'un âge idéal, ça serait lequel? Alors, l'âge idéal, c'est-à-dire sur le plan pratique et anatomique, l'âge idéal, c'est vers l'âge de 4 à 5 ans, quand le prépuce est complètement rétracté. C'est complètement rétracté. Pourquoi? Parce que l'enfant, enfin le garçon, naît avec un phimosis qui est tout à fait physiologique. Avant, on pensait que c'était pathologique, qu'il fallait faire tout de suite la circoncision, où il fallait ouvrir le prépuce partiellement pour permettre à l'enfant d'uriner. Or que non, cette peau qui est serrée, elle est totalement physiologique. Et au fil des mois, des érections, etc., cette peau va se rétracter, va revenir en arrière et le gland va se dégager. Voilà. Et la circoncision est plus simple, on va dire, sur le plan pratique. Mais il y a aussi une contradiction. Pourquoi? Parce qu'il y a l'enfant qui comprend, en fait. Qui comprend, qui parle, il sait, il connaît l'inconnu, etc. Donc, on va lui dire, on va t'emmener quelque part. Donc, c'est d'où la préparation de l'enfant, la préparation des parents aussi. Donc, il y a aussi donc, la préparation médicale, qui est le bilan préopératoire. Comme on l'a dit, c'est un acte chirurgical avant tout. Donc, il faut demander une FNS pour rechercher une anémie grave, sévère, qui contre-indiquerait formellement cet acte. Et le TCK, surtout le TCK. On va y arriver, voilà. On va y arriver justement, parce que ça c'est un point très important. Oui. Alors j'avais dit en préambule tout à l'heure qu'il y avait une circulaire justement du ministère de la Santé qui rappelle encore une fois cette année l'obligation de faire cet acte uniquement par un chirurgien, soit en milieu hospitalier ou alors dans une clinique privée, mais dans des conditions qui sont définies. Donc j'imagine des conditions d'asepsie et tout. Est-ce un médecin généraliste ne peut plus faire ce genre d'opération, professeur Riadé? Oui, de par la nouvelle circulaire, oui. Enfin, la nouvelle circulaire. On voyait ça pendant des années, on voyait des... 2006, pratiquement. Moi, je pense que c'est un excès. C'est un excès, pourquoi? Parce que d'abord, nous n'avons pas une couverture de chirurgiens qui est égale pas partout. Dans certaines régions, c'est-à-dire on risque de manquer de mains. Dans certaines régions, les gens sont obligés de faire 30-40 km, ils sont pauvres pour arriver à trouver un chirurgien en hôpital. Donc déjà, il y a un problème d'équité, d'accès, si vous voulez, à la circoncision. Le deuxième problème, c'est qu'un médecin maintenant est formé en 7 ans. La nouvelle refonte des études médicales, le médecin généraliste sera de 9 ans. Est-ce qu'on n'autorise pas quelqu'un qui a une formation de 7 à 9 ans pour faire une circoncision alors que ça rentre dans ses attributions? Lorsqu'il y a par exemple une blessure, il fait des sutures, il peut faire une trachéotomie en cas d'urgence, mais il ne peut pas faire une circoncision alors que les médecins généralistes ont fait cet acte-là depuis des décennies. Absolument. Donc c'est ça la contradiction aujourd'hui. Maintenant, si on estime que le médecin généraliste n'a pas une formation adéquate, rien n'empêche de lui faire une petite formation complémentaire de 1 mois, 2 mois, 3 mois et de lui donner une attestation en fonction de ça. Ça permettra de dégager, parce que l'hôpital, surtout les CHU aujourd'hui, ils sont considérés comme des centres d'excellence. Donc on ne peut pas les encombrer avec des petites opérations qui vont prendre beaucoup de temps et donc réaliser peut-être des interventions importantes qui doivent être faites au niveau de ces CHU. Peut-être laisser ça, par exemple, pour rester un peu sur la circoncision, et c'est ça pour les enfants qui ont des problèmes de santé, du type les enfants hémophiles. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons justement la journée de cette maladie. Alors, ces cas-là doivent être pris par l'hôpital, justement, parce que c'est des enfants qui posent problème. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres pathologies, en dehors des pathologies peut-être sanguines, qui doivent être prises en charge parce que l'enfant, par exemple, a une cardiopathie, et que le médecin généraliste ou le chirurgien dans une clinique privée a peur. Donc,
de le prendre en charge. Ça revient à l'hôpital, les cas particuliers. Oui. Vous êtes en train de dire que c'est bien de ne pas banaliser cet acte chirurgical, mais qu'il faudrait encadrer. Bien sûr, il faut l'encadrer. Accompagner et encadrer, justement. Alors, Professeur Khiyaté, on a touché un mot tout à l'heure, il a rappelé justement que la tradition de la circoncision ne remonte pas c'est-à-dire ne dépend pas que de l'islam, elle remonte à très longtemps, elle remonte même à la civilisation égyptienne. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quel est l'impact de la circoncision sur la santé des enfants, justement? Quels sont les bénéfices? Oui, alors à l'époque, comme vous l'avez dit, à l'époque des pharaons, dans l'Égypte antique, donc on la faisait à but hygiénique, en fait. C'était par rapport à ça. Et donc, au fil des années, scientifiquement parlant, les études scientifiques ou les statistiques ont démontré que plus de 40% des garçons circoncis, d'hommes circoncis, contractaient moins ou contractaient pas certaines maladies sexuellement transmissibles, comme l'HIV et le papillomavirus. Oui. Voilà. Donc, automatiquement, il y a le cancer aussi du col de l'utérus. Donc, on revient sur les statistiques où les femmes ou épouses d'hommes circoncis contractaient moins aussi ou avaient moins le cancer du col de l'utérus. Oui, justement, pour rester un peu sur les chiffres, selon une revue américaine qui s'appelle Close Medicine, la circoncision réduit près de 60% le risque d'infection par le VIH-Sida et cela va c'est-à-dire c'est pareil pour les autres infections justement que vous venez de citer. Alors est-ce qu'il y a un âge, on l'avait dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un âge idéal dans la circoncision d'un point de vue cicatrisation? Ah oui, d'un point de vue cicatrisation. C'est-à-dire plus vite peut-être? Oui, c'est l'âge de la naissance, les premiers mois de vie. Pourquoi? Parce que la cellule est toujours à l'état embryonnaire, donc il y a la cicatrisation qui se fait très vite. Il y a aussi les vaisseaux sanguins qui ne sont pas développés comme des vaisseaux sanguins d'un nouveau-né de 2 semaines, 3 semaines. Le calibre est beaucoup moindre qu'un enfant de 5-6 ans. C'est clair que la cicatrisation ou même l'acte est beaucoup plus facile et les complications aussi. Les complications sont moindres à l'âge précoce qu'à l'âge qu'un enfant plus âgé. Oui. Voilà. Est-ce que tous les enfants sont éligibles? Tous les enfants peuvent pour être circoncis, professeur Khiyaté, ou il y a des contre-indications? Il y a des enfants qui posent problème. Mais si vous permettez, je voudrais revenir sur l'aspect infectieux, parce que c'est un aspect très très important. Les Américains ont été les premiers à recommander la circoncision à large échelle, et ils ont été suivis par l'Organisation mondiale de la santé qui le recommande fortement, surtout par exemple en Afrique. Il y a des campagnes en fait de circoncision. Il y a même des campagnes de circoncision qui sont organisées à but hygiénique. Pas à but pas rituel, je veux dire. Tout à fait. C'est par rapport aux maladies, au HIV qui répondent. Alors, il y a des anomalies. Certains enfants naissent avec des anomalies qu'on appelle hypospadias ou hypédispadias, c'est-à-dire qu'il y a une déviation donc, de la sortie de l'urètre qui peut être antérieure ou postérieure et qui pose problème. Ces enfants-là peuvent relever d'un service de chirurgie pédiatrique ou d'urologie parce que ça pose problème pour la circoncision. Parfois, il ne faut même pas les circonciser. D'ailleurs, l'expression populaire. Mais en fait, c'est des petites anomalies qu'il faudrait prendre en charge parce que ça risque de pénaliser l'enfant et de se répercuter à son âge adulte. Docteur Oliken, sur la même question, est-ce qu'il y a des contre-indications en matière de circoncision? Oui, il y a des contre-indications médicales comme l'hémophilie qu'il faudrait en fait préparer en milieu hospitalier par des facteurs. L'enfant doit être préparé. Est-ce qu'on peut expliquer en 2 mots ce que c'est que l'hémophilie? Déjà rappeler que c'est un trouble de coagulation. Tout à fait, c'est un trouble de la coagulation. Et donc il faudrait des facteurs. Il y a un manque, c'est un manque en facteurs 7 et 8. Voilà. Et donc pour justement faire la circoncision, il faut une préparation préalable. C'est-à-dire injecter des facteurs avant la circoncision et après la circoncision. C'est ça Et donc les complications, comme avait dit, et je répète donc le professeur Khiyaté, c'est des complications, plutôt les contre-indications anatomiques. C'est pour ça que la consultation avant la circoncision est impérative, justement pour détecter des malformations type hypospadias où l'orifice urinaire est plus haut situé.
et donc nécessitant une intervention chirurgicale avant la circoncision. Pourquoi? Parce qu'on aurait besoin de cette peau qu'on couperait pendant la circoncision et qui peut être utile dans la plastie justement pour remonter l'orifice qui est plus bas situé. Et puis il y a certaines maladies aussi comme les ectopies testiculaires, etc., qu'on détecte pendant la consultation avant la circoncision. Alors j'aimerais ajouter juste un point, parce que c'est important. Souvent, chez les enfants, on découvre l'existence, par exemple, d'une hernie. Aussi, Et donc, pour ne pas opérer l'enfant 2 fois avec la circoncision, on peut donc rassembler les deux et faire en sorte que lorsque l'enfant va à l'hôpital, par exemple, on fasse les deux ensemble. On fait la hernie. Mais sous la demande des parents toujours. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas, quand on découvre une hernie, on dit est-ce que vous voulez circoncire votre enfant ou pas? Bon, il y a certains qui disent oui, dans le tas comme ça, on peut le faire, mais sinon, préférez plus tard. Souvent, enfin, moi j'ai eu des collections d'enfants comme ça, et je les ai comme ça aiguillés sur les chirurgiens pour qu'ils fassent les deux ensemble. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'enfant... Pour éviter un traumatisme déjà chez l'enfant. Déjà que l'enfant, lorsqu'il pleure, il augmente la pression au niveau de son abdomen, et donc la hernie prend de l'importance. C'est pour ça qu'il faut peut-être, ça fait partie un peu des contrôles pré-circoncision. Oui. Alors pour rester un peu sur l'hémophilie, si vous permettez, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette maladie parce que c'est très, très important et il y a eu beaucoup d'accidents concernant les enfants qui ont cette maladie. Revenir un peu peut-être sur les circoncisions collectives où on peut tomber souvent sur des enfants qui sont hémophiles et sans le savoir. Ça aussi, c'est dangereux, docteur Waliken. Tout à fait. La première complication d'une circoncision et qu'on redoute, c'est le saignement incontrôlable, qui pourrait être en rapport avec une hémophilie. Mais bon, maintenant, on demande les bilans préopératoires, TCK, ou quand il est allongé. Il faut pas se contenter. Là, il faudra rappeler, on ne se contente pas du TP. Non, pas le TP. Le TCK qui va nous prouver, enfin nous montrer qu'il y a une anomalie en rapport avec un témoin donné par les laboratoires dans lesquels on a fait le prélèvement. Voilà. Quels sont les risques chez un enfant hémophile, justement, si on ne le sait pas? On a fait la circoncision, c'est un enfant qui risque littéralement de se vider de son sang. Tout à fait, voilà. C'est une hémorragie incontrôlable, d'où la nécessité et l'obligation de faire ces circoncisions en milieu hospitalier. Dans le cas où il y a une urgence, on pallie l'urgence avec des réanimateurs, avec des facteurs qui sont à l'intérieur de l'hôpital. Admettons que l'enfant habite très loin et qu'il fasse sa circoncision ou dans un cabinet ou à la maison, ce qui se passe malheureusement même maintenant. Donc voilà, c'est ce qu'on redoute. Malheureusement, on redoute la mort. Absolument, c'est carrément le pronostic vital qui est engagé. C'est le pronostic vital. Comme vous dites, donc il y a une hémorragie incontrôlable et l'enfant fait un choc hémorragique. Absolument. Alors à quel moment il faudrait s'inquiéter? Peut-être qu'on a tendance à dire c'est normal que ça saigne. À quel moment ça devient anormal? Quand ça dure combien de temps? Écoutez, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'il y ait un saignement. Voilà, ce n'est pas normal. Après, il se pourrait qu'un des fils, c'est pour ça que je dis aussi que la circoncision plus tard, il y a plus de vaisseaux qu'en ligature. Donc il y a un fil qui peut sauter. Pourquoi? Parce que l'enfant a bougé. Voilà, c'est comme ou bien il y a une vénule ou une artériole ou un vaisseau qui s'est remis à saigner, qu'on n'a pas ligaturé dès le début de l'intervention. Mais un saignement ne devrait pas exister. Ça existe, c'est une complication. C'est l'une des complications qui est très rare quand on contrôle ce saignement pendant la circoncision, mais elle peut exister. Donc dès qu'il y a saignement, même minime, il faut contacter son chirurgien. Justement, on me dit qu'on a avec nous par Skype professeur Nekel Salim, vous êtes chef de service hématologie au CHU de Nîmes-Sousse. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors on s'attarde un peu dans cette émission qui revient essentiellement sur la circoncision, mais on s'attarde un peu sur les enfants hémophiles, parce que ce sont des enfants chez qui on peut voir des complications lorsqu'on ne le sait pas notamment. On a expliqué en gros qu'est-ce que l'hémophilie. Est-ce qu'on peut l'expliquer brièvement pour les gens qui nous regardent? Qu'est-ce que l'hémophilie? Bien sûr, c'est une maladie de la coagulation héréditaire, elle touche majoritairement les garçons. Et on connaît deux types, l'hémophilie A et l'hémophilie B.
en fonction, soit on a un manque de facteur 8 ou facteur 9. Il existe à peu près 2600 à 2800 patients actuellement recensés dans notre pays. On en attend 4000 parce qu'il y a des formes gentilles dont le diagnostic est fait assez tardivement. Oui. Et pour revenir au sujet, je crois que ça concerne la circoncision, c'est bien ça? Oui, c'est exactement. Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y. Je disais que pour la circoncision, ça a toujours été des moments extrêmement difficiles pour ceux qui suivent les hémophiles. Mais quand on sait qu'on a une hémophilie, c'est pas aussi grave que justement chez les enfants où on ne le sait pas. Donc, il faut tout simplement, pour chaque geste chirurgical, quel qu'il soit d'ailleurs, faire ce qu'on appelle un bilan d'hémostase. Les collaborateurs qui sont avec vous, je crois les collègues, l'ont bien précisé. Et cet examen doit être fait dans de bonnes conditions parce que des fois, il peut être peut-être un peu mal interprété. Et il faut le faire de manière globale. Vous avez parlé tout à l'heure, je crois, du temps de clic ou du TP. Il ne suffit pas, évidemment, il faut faire le temps de céphaline kaolin, c'est-à-dire le TCA. Ces deux examens sont primordiaux et le geste en lui-même doit être fait dans un milieu chirurgical, par un chirurgien, dans des conditions adaptées pour ne pas avoir de surprise. Et malheureusement, je dois l'avouer, jusqu'à un passé extrêmement récent, nous avons eu malheureusement des cas où des nouveau-nés, actuellement chez nous c'est un peu la mode, on fait des circoncisions extrêmement tôt, un 5e jour, enfin 7e jour, je crois, des choses comme ça. Alors vous imaginez... Professeur Nekal, vous déconseillez la circoncision à la naissance? Pardon? À 7 jours de la naissance, vous déconseillez la circoncision à un âge très jeune? Non, je ne suis pas chirurgien, je suis hématologiste. Par contre, je parle du geste en lui-même, que ce soit une circoncision ou chose. Un nouveau-né peut être amené à être opéré dès les premières de vie. Donc, ce dont on est en train de parler, c'est les modalités. Il faut respecter des protocoles qui sont connus. Et il y a même maintenant des directives de notre ministère qu'aucune intervention chirurgicale ne peut être faite en dehors ou par quelqu'un qui ne soit pas chirurgien. Ce n'est pas normal. Et encore plus, une circoncision. Oui. Que pensez-vous voilà, tout simplement. Oui, professeur Nekal, que pensez-vous du danger des circoncisions collectives? Enfin, le danger des circoncisions collectives, c'est que les gestes sont machinaux et qu'on commence à... Enfin, ça peut être effectivement problématique. Je ne sais pas, c'est peut-être que la question doit être posée à des chirurgiens. Mais ce qu'on souhaite, c'est que si on fait un geste, quel qu'il soit c'est-à-dire collectif ou individuel, il faut respecter les protocoles, tout simplement. C'est les protocoles qui doivent être respectés. Et il y a ces fameux bilans, qui sont normaux. Ben, le geste en lui-même n'est pas n'est pas très long et en général, ça se gère. Oui. On a malheureusement eu et vu chez nous arriver des enfants, notamment chirurgie infantile, des enfants qui ont été circoncis un peu partout dans notre pays, sans bilan, et après les saignements commencent. Évidemment, c'est là où on pense à l'hémophilie entre autres. Oui, la coagulation. Est-ce qu'on peut rappeler justement quelle est la procédure pour la circoncision d'un enfant hémophile? La procédure est assez simple. En fait, en fonction du type d'hémophilie, peut-être que les collègues l'ont dit avant moi, il y a des formes sévères, des formes mineures, des formes modérées, et selon la forme et le dosage et les posologies sont différentes. En général, on produit avant l'intervention, tout en prenant les précautions, en mettant le produit qu'il faut. C'est une hémophilie A, c'est le facteur A, l'hémophilie B pour le facteur B. Ensuite, la posologie, c'est d'augmenter le taux manquant à des taux acceptables en fonction du taux initial. On va jusqu'à 30, jusqu'à 40, jusqu'à 50%. Et là, on peut faire le geste. Le lendemain, l'enfant est hospitalisé, bien sûr, il est gardé en observation. Et il continue à recevoir des doses le lendemain matin, parfois le surlendemain. Et lorsque tout rentre dans l'ordre, on lui demande de surtout ne pas toucher la croûte qui va se former pour qu'il n'y ait pas de saignement. Ce protocole est écrit, c'est un geste médical, en fait, je veux dire médico-chirurgical. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et en général, quand les familles savent que l'enfant est hémophile, ils respectent à la lettre ce qu'on leur demande de faire.
Et ça se passe bien. Nous avons fait des circoncisions à presque tous les hémophiles quand ils sont en âge de le faire. Et ça s'est très bien passé avec des coûts, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a un coût acceptable et des évolutions extrêmement positives. Oui, merci beaucoup, professeur. C'est un moment de joie oui. Catastrophique. Oui, absolument. Il faudrait éviter que ce moment de joie ne se transforme en drame. Vous avez raison. Merci encore, professeur Nekal, d'avoir été avec nous par Skype. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur les soins post-opératoires, docteur Waliken Oui, bien sûr. Les soins post-opératoires sont très simples. En fait, c'est des soins avec une solution antiseptique, simplement par du sérum salé, qui est une solution antiseptique, et une pommade cicatrisante. Moi, j'utilise la Vaseline qui donne très très bien. En fait, surtout quand le nouveau-né est opéré très tôt, comme on décalote, donc on met de la Vaseline pour éviter que le gland donc ça colle à la couche, et puis c'est un cercle vicieux. À chaque fois qu'il y a une croûte qui va se former, elle va se décoller, il y aura un saignement, etc. Donc il faut mettre à chaque fois donc une pommade type Vaseline, voilà. Donc c'est des soins très très simples, nettoyer, et puis permettre au bout de la 48e heure ou 72e heure, le bain tout à fait... Au bout de 48 heures, oui, c'est ça? Au bout de 48-72 heures, on peut... Cicatrisation est en général entre 7 et 10 jours. Oui. Est-ce qu'un aspect, cette question sur la page de l'émission, est-ce qu'un aspect enflé et rouge est normal? Alors l'œdème est tout à fait normal. Après, bon, ce qui n'est pas normal, c'est les sécrétions verdâtres. C'est le pus, en fait, c'est l'infection. Par contre, il y a une sécrétion, en fait, c'est la fibrine qu'il ne faut surtout pas toucher, qui est souvent confondue au pus. Souvent, les parents nous appellent, nous disent, voilà, il y a une sécrétion qui s'est formée, il y a une couche blanchâtre qui s'est formée tout de suite le lendemain. C'est pas de l'infection. L'infection, c'est autre chose. Une infection, c'est l'écoulement de pus. Voilà, et que l'œdème continue et ça ne désenfle pas, même après 4-5 jours. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on appellerait des accidents de la circoncision, professeur Riadé? Est-ce que c'est rattrapable? Ça dépend quel type d'accident. Donc, si les ciseaux partent ou le gland est sectionné, c'est ce qu'on redoute. C'est un gros problème. En fait, c'est l'accident le plus grave de la circoncision. Mais généralement, pour des gens qui sont habitués, ça ne devrait pas poser de problème, parce que pour le tout petit, on a même élaboré, ou on a mis au point des petites astuces techniques pour justement ne pas toucher le gland. Donc on tire juste la peau et on met un anneau qui arrête à ce niveau-là, et ça ne pose pas de problème. J'ai vu ça par exemple en Arabie Saoudite, donc ça se passait très bien. Et même aux États-Unis, c'est le même problème. Donc en fait, l'accident le plus grave, c'est la section du gland. En dehors de ça, c'est vrai, même en Algérie, ça arrive très rarement lorsque c'est bien fait. D'ailleurs, les accidents de ce type-là, c'est eux qui ont été à l'origine, en 2006, de la décision du ministère de la Santé de chirurgicaliser en quelque sorte l'acte. Absolument. Alors, je poserai peut-être la question différemment. Quelles sont les causes, finalement, Dr. Waliken, d'une éventuelle reprise de la circoncision? Alors, la reprise de circoncision, la cause, c'est l'excès de peau. Pourquoi? Parce que l'enfant a été... C'est-à-dire c'est une circoncision ratée? C'est une circoncision incomplète, on va dire, pas ratée. Pourquoi? Parce que l'enfant a été circoncis très tôt à la naissance, où il avait un panicule adipeux, ou peut-être fait pas par un personnel de la santé habitué qui connaît les différentes formes anatomiques. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait que cette circoncision doit être faite et pratiquée par un spécialiste, et idéalement par un chirurgien. Voilà. Quelles sont les complications possibles? On va enchaîner sur le deuxième thème. Mais pour terminer, quelles sont les complications possibles de la circoncision? Alors, des complications, on le dit, complications inhérentes à toute chirurgie. C'est-à-dire, quand on ouvre, ce qu'on risque, c'est l'infection et le saignement. Après, propre à cette chirurgie, à la circoncision, c'est justement... C'est pour ça qu'on n'arrête pas de rappeler qu'il faut le faire aussi dans un milieu tout à fait. Donc, c'est les conditions de la préparation dans un milieu... C'est-à-dire, même si c'est un acte qui paraît banal, il ne faut pas le banaliser. C'est un acte chirurgical. C'est un acte banal du point de vue peut-être temps, parce que ça dure 20 minutes, c'est rapide, on connaît les repères, on sait, il n'y a pas
a pas un schéma particulier. Il faut connaître quand même les repères anatomiques. C'est très rapide, c'est une chirurgie qui dure 20 minutes. C'est par rapport à ça. Mais ça reste une chirurgie. On va quand même ligaturer des vaisseaux, etc. Donc, et l'autre complication, c'est couper la peau plus qu'il en faut. Oui. Voilà. Oui. Alors on enchaîne sur la deuxième thématique proposée pour cette émission, qui est en l'occurrence le jeûne des enfants, ou le rite du jeûne initiatique pour les enfants, c'est-à-dire les enfants qui jeûnent pour leur première fois ou pour les premières années. Cette année, même si il ne fait pas très chaud, on jeûne quand même pour quelque chose comme 15 heures de temps, ce qui est beaucoup. La question qu'on a envie de poser, docteur Koumoun, est-ce qu'on devrait laisser nos enfants, lorsqu'ils ne sont pas pubères, j'entends dire quand je dis les enfants, est-ce qu'on devrait les laisser jeûner? Justement, il y a certains parents qui laissent l'enfant jeûner sans prendre en considération les risques qui peuvent être occasionnés par ce jeûne. Donc moi je dirais que pour laisser un enfant jeûner, il y a certaines conditions. Donc ça dépend de l'âge, ça dépend aussi de sa corpulence ou de sa composition corporelle, ça dépend de son état de santé, s'il a des pathologies, par exemple comme le diabète, dans ce cas-là c'est clair que c'est contre-indiqué, ou il a des maladies où il doit prendre certains traitements, et aussi ça dépend de l'avis de son médecin traitant. Donc moi je dirais que un enfant peut jeûner à partir de l'âge de 10 ans. Mais bien sûr, il y a certaines conditions. Si les parents veulent faire plaisir à leurs enfants... Jeûner combien de jours quand on dit 10 ans ? Justement, on conseille toujours de commencer à jeûner progressivement. Donc, fixer déjà les jours, voire même les heures de jeûne. On peut commencer par jeûner un jour par mois, voire 2 jours. Nos grands-parents. Exactement. Oui. Voire même jeûner une demi-journée, ou jeûner une demi-journée, et la deuxième demi-journée, on leur demande de s'abstenir de manger. Palier. Voilà, mais continuer à boire de l'eau, parce que c'est important de s'hydrater, sachant que le corps d'un enfant est fait d'une grande partie d'eau. Absolument. On va revenir en tout cas sur la réhydratation. Cela est explicite, de professeur Khriati, dans notre religion. Le jeûne n'est obligatoire qu'à partir du moment où les enfants sont pubères. Tout à fait. Est-ce qu'il faut rappeler aux parents parce que certains parents quand même obligent leurs enfants à jeûner? C'est vrai, mais ça existe, oui. Ça peut exister, mais souvent c'est un phénomène d'entraînement chez l'enfant. Aujourd'hui, on voit bien qu'on laisse des tablettes ou des téléphones portables chez l'enfant toute la journée et on ne s'émeut pas, alors que c'est beaucoup plus grave que de jeûner une demi-journée. Donc, je pense que c'est un problème de priorité. C'est vrai que le jeûne pose problème. Peut-être pas une demi-journée, professeur Khriati, mais ça peut être dangereux quand même de laisser un enfant jeûner plusieurs jours. Lorsque la journée est longue, ça pose problème. Lorsqu'il fait chaud, ça pose problème. Comme l'a si bien dit, donc la nutritionniste, le problème de l'eau est un problème important parce qu'il y a le problème de la déshydratation. Donc, il faut savoir peut-être allier tous ces éléments et ça fait partie un peu l'éducation sanitaire que les parents devraient avoir, en principe, avant de se marier. Il faut connaître ces astuces-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un début d'éducation dans ce domaine-là. Et c'est vrai que le jeûne chez l'enfant n'est pas admissible avant 10 ans. Ça n'a pas de sens. Il faut expliquer aux enfants. Mais lorsqu'il y a 2 ou 3 enfants à la maison, que le a commencé à jeûner, le deuxième, même s'il a 5 ans, 6 ans, il veut faire comme son frère. Ici, il faut peut-être respecter la volonté de l'enfant, mais en même temps, lui dire, par exemple, ça fait rien, tu jeûnes, c'est très bien, mais si tu as besoin d'eau, ou il faut boire un peu d'eau, donc on lui donne de l'eau. Donc, ça fait partie un peu... L'accompagner, tout simplement. Voilà, ne pas aller dans l'interdiction. Alors, comment savoir qu'un enfant est pubère, docteur? Ça peut être une question très basique, mais c'est important de le rappeler. Pour les filles, peut-être c'est simple, mais pour les garçons, comment savoir que notre enfant est pubère et qu'il doit jeûner? Alors, c'est tout comme les filles. En fait, les filles, elles ont leur cycle menstruel, elles ont leurs règles. Et les garçons aussi, ils ont leur sécrétion. C'est pas la voix, on a tendance à dire quand la voix, c'est un signe pré-pubertaire. Oui, ça vient avant, mais c'est en fait la puberté, c'est-à-dire pour justement autoriser l'enfant à jeûner et 30 jours sur 30, c'est plutôt les sécrétions. Ils le font avant. Mais ceci dit, on ne doit pas attendre 13 ans. Je veux dire que les enfants le font avant. Ils le font généralement avant. Oui, ils le font par entraînement. Mais à quel moment c'est-à-dire c'est obligatoire? La puberté, c'est ça, c'est avoir ses sécrétions. C'est à partir de la puberté. Voilà, à partir de les sécrétions. D'accord.
Voilà. C'est bien de le rappeler. Alors, vous le disiez, l'humain est majoritairement liquide, notre volume du sang, température du corps, le cerveau, la salive, les déchets du corps, l'hydratation de la peau, tout est régulé grâce à l'eau dans notre métabolisme. C'est simple, finalement, on peut résister à la faim, mais on ne peut pas résister à la soif. C'est clair, pour un enfant, c'est plus difficile de résister à la faim, mais à la soif, pardon, mais je dirais qu'un organisme d'un enfant qui est en pleine croissance ne pourra pas aussi résister aux restrictions. Oui. Donc, il a besoin de vitamines, de minéraux, de croissance, bien sûr, pour se développer. Donc, jeûner plusieurs jours par mois, ce n'est pas possible, bien sûr, avant l'âge de 10 ans ou même avant la puberté, mais aussi l'eau. C'est pour ça que c'est très important de bien s'hydrater dès la rupture du jeûne. Vous êtes en train de dire que les enfants sont exposés à un risque de déshydratation, c'est ça? Exactement, surtout à un âge un peu bas, donc le risque de déshydratation est très important à cet âge. Oui. Alors, un adulte, on dit qu'il a besoin à peu près de 2 litres d'eau pour les enfants. Donc les besoins en eau sont calculés. Donc on va dire pour un enfant qui est entre 7 à 10 ans, il peut boire entre 1 litre jusqu'à 1 litre et demi. 1 litre et demi, c'est possible chez un adolescent. Donc bien sûr sans compter l'eau qui est dans les fruits et légumes, qui est dans nos repas, dans les soupes. On va y arriver de toute façon. On va essayer de donner un repas idéal du iftar et du suhour. Alors ça, c'est des questions aussi sur la page de l'émission. Alors une maman qui demande est-ce que son fils qui fait 2 fois par semaine du sport, est-ce qu'il peut continuer à faire du sport même s'il jeûne? Il a 13 ans. Ça, c'est un réel problème parce que les gens ne le prennent pas en considération. C'est vrai que... En plus, il a fait chaud quand même ces derniers jours. Absolument. Et parfois, c'est un sport de compétition. Généralement, c'est des enfants qui restent 1 heure, 1 heure et demie en train de faire un effort physique extrêmement important. Là, ça pose un problème parce qu'il faut réhydrater. Ces enfants ont besoin d'eau. Donc, ce qu'on peut leur conseiller, c'est de faire cette séance de sport juste avant le Maghreb. À la limite, comme ça, ils pourront boire tout de suite après. Mais la faire le matin, ça pose un réel problème et ça les expose à des dangers. Oui. Docteur Oliken, c'est toujours une question sur la page de l'émission. Alors, c'est également un enfant qui a 12 ans et qui a perdu beaucoup de poids parce qu'il jeûne pour la première fois cette année. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter quand on voit qu'il y a une perte de poids? Oui, peut-être c'est par rapport au régime qui a diminué. Et un enfant de 12 ans, quand même, il a besoin il y a certaines calories qui doivent être donc brûlées. Et il a au moins 3 repas principaux par jour. Donc le fait de perdre du poids, s'en inquiéter, peut-être pas. Après, ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend combien. Voilà. Il faudrait l'observer. Peut-être il y a des signes qui doivent nous alerter, c'est ça? Non. La fatigue. Oui, allez-y. Le problème, c'est un problème subjectif. Dire qu'il a perdu du poids, les mamans ont tendance à le dire. À exagérer, oui. Donc, il faut peser l'enfant. Oui. J'imagine qu'elle l'a pesé, quand même, c'est le minimum. Non, il faut le peser. Non, ça ne veut rien dire. Oui. Écoutez, vous êtes une maman et vous savez ce problème. Moi, je l'aurais pesé. Mais souvent, donc, c'est uniquement très subjectif. On vous dit, voilà, il perd du poids, il ne mange rien du tout. On vous dit, il ne mange rien, je le surveille, il ne mange rien du tout. Ce n'est pas possible qu'il ne mange rien. L'enfant arrive quand même à manger. Oui. Donc, il y a un critère objectif, c'est de peser l'enfant. Et lorsque vous avez dépesé... Et s'il a réellement perdu du poids, il faut voir. Si c'est un enfant qui a un surpoids, nous avons un gros problème aujourd'hui en Algérie, c'est que 40% des enfants ont un surpoids. Donc, c'est tant mieux. Donc, on a pu peut-être régler un problème. Mais par contre, si on a un poids déjà de départ qui est trop bas, là, il faut peut-être dire, il faut arrêter. Non, mais aussi, il y a la perte de poids qui est accompagnée avec d'autres signes. Parce que s'il perd du poids, mais il continue à être dynamique... C'est pas isolé. Voilà, c'est pas une perte de poids isolée comme ça. Il faut qu'il y ait quand même d'autres signes pour qu'il y ait... S'il perd du poids, il est fatigué, il est pâle. Uniquement une perte de poids. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans sa question, elle ne relève que la perte de poids. Non, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Du moment qu'il continue à aller à l'école, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. On va poser la question, docteur Koumoun. Donc moi, je confirme ce qu'ont dit ma consoeur et mon confrère. Donc par rapport à la perte de poids, elle est inquiétante. Déjà, si elle est très importante. Oui, voilà, c'est ça. En fait. Et si elle est accompagnée d'une altération de l'état général. Généralement, à partir de combien de poids qu'on va s'inquiéter? Alors déjà, un adulte, il peut perdre du poids durant le Ramadan. Un enfant, il peut perdre, surtout s'il est en surpoids. Mais s'il n'est pas en surpoids, la perte ne doit pas dépasser, je vais dire, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg au grand max pendant le mois de Ramadan. Parce qu'un enfant, on n'a vraiment pas besoin de restrictions
Alors là, jeûner, c'est déjà une restriction pour lui. Donc il faut vraiment récupérer les minéraux perdus, avoir un bon équilibre en macronutriments à la rupture du jeûne. Donc moi je dirais si la perte dépasse les 2-3 kilos, si l'enfant n'est pas en surpoids, il faudra s'inquiéter un peu. Mais s'il est en surpoids, tant mieux si le jeûne lui a permis de perdre du poids. Oui, on a parlé de déshydratation au tout début. Quels sont les signes évocateurs? C'est-à-dire comment savoir qu'un enfant est en déshydratation? Parce que les enfants, quand ils jeûnent, ils ont tendance à vouloir tout cacher. Même s'ils ont soif, peut-être ils ne vont pas le dire. Comment le savoir? Alors la déshydratation chez le tout petit, elle se manifeste par un pli cutané, par une sécheresse cutanée, une coloration, alors chez le plus âgé, par une coloration un peu foncée des urines. Après bien sûr la sensation de soif, c'est pour ça qu'on dit qu'il faudra toujours, si en dehors de Ramadan, il faudra toujours boire de l'eau avant d'avoir soif. Donc quand on a soif, on est déjà déshydraté. On est déjà déshydraté. Donc si l'enfant qui n'est pas obligé de jeûner, on lui recommande de boire s'il a soif durant Ramadan. Donc ça c'est important, surtout s'il a moins de 10 ans, s'il a dans les 6-7 ans. Donc là il faut boire, donc il est automatiquement déshydraté. Oui, donc le comportement qu'on peut avoir devant une personne déshydratée, c'est premier réflexe, lui donner à boire, c'est aussi simple, il va se réhydrater. Donc exactement, vu que son organisme a vraiment besoin d'eau. Oui. Et un autre problème aussi qu'on a tendance peut-être à négliger un peu, professeur Khayati, qui est souvent soulevé pendant le mois du Ramadan, d'ailleurs c'était la thématique de cette émission la semaine dernière, en l'occurrence le sommeil, mais dans le cas échéant on parle plus du sommeil des enfants. Il y a eu d'ailleurs, on en parlait avant l'enregistrement de cette émission, on disait qu'il y avait des correspondances de certains établissements qui parlaient carrément d'enfants qui dormaient en classe pendant ce trimestre, ce qui est regrettable. Comment accompagner nos enfants? C'est un peu compliqué, surtout s'ils jeûnent, ils doivent se réveiller pour suhoor. Comment peut-on les accompagner pour avoir quand même un minimum de sommeil de qualité? Je pense qu'il faut partir du principe qu'il y a un minimum de 8 heures de sommeil pour tout le monde. Mais plus l'enfant est jeune, plus ce temps de sommeil doit être prolongé à 9 heures, voire même à 10 heures, si l'enfant, par exemple, a 5-6 ans ou à 4 ans pour certains enfants qui fréquentent certains établissements. Donc, il faut partir de ce principe-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le ftour, c'est pratiquement à l'heure dîner en dehors du Ramadan. Absolument. Donc, le plus important, c'est de ne pas laisser l'enfant veiller. Ni la télé, ni peut-être les soirées. C'est-à-dire à quelle heure on devrait le coucher? Généralement, on ne doit pas dépasser 10 heures, 10 heures et demie. C'est déjà 2 heures après le repas. Vous voyez, c'est très limité, donc il faut s'obliger à une certaine discipline intérieure. Il y a ce problème-là, mais moi je pense qu'il est le plus grave. Ce n'est pas tellement le fait de rater une soirée ou deux, c'est le problème du cumul. Absolument, c'est la continuité. C'est la continuité. Alors, le premier jour, vous perdez 10 minutes, le deuxième jour, c'est 20 minutes, ensuite une demi-heure, ensuite 1 heure, et après une semaine, l'enfant dort en classe. Oui. C'est clair. Oui. C'est tout j'ai envie de dire, le veille. La problématique de veille-sommeil qui est complètement chamboulée, justement. Alors, nous arrivons un peu à la partie sensibilisation et conseils. Avec quoi doit-on rompre le jeûne pour les enfants? On reste bien sûr sur les enfants. Je pense qu'il faut donner, du moment on est en hypoglycémie, une boisson sucrée déjà, c'est de l'eau et du sucre, une boisson, un jus de fruits, voilà, et avec une soupe. Déjà la soupe, on préfère pas l'eau. C'est liquide. Déjà, pour commencer, parce qu'il y a un risque de... Je pense que c'est l'effet. L'eau directement, oui, pourquoi pas, mais bon, pas rapidement, on va dire. Oui. Et la soupe qui est riche en légumes et voilà, je pense des céréales type pain, voilà. Donc moi je pense qu'il faut revenir uniquement aux traditions et de commencer par les dates. Les dates, voilà. Parce que les dates, elles sont riches. Elles contiennent 3 types de sucre, dont du glucose simple. Et le glucose, on le sait, il n'a pas besoin d'être fragmenté en quelque sorte au niveau de l'estomac, mais il passe directement dans la circulation sanguine. On a calculé que après l'absorption d'une date, le glucose de la date arrivait en moins de 3 minutes au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment très, très important et ça fait partie de nos traditions. De plus, c'est très nutritif, les dates. En minéraux. 100 grammes de dates humides, donc fait à
pratiquement 220 à 250 kilocalories, donc c'est important. Donc la date, c'est quelque chose d'important. Par contre, moi, pour le jus, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre du jus glacé du frigo. Voilà, parce que vous avez un estomac qui a une température de 37 degrés et vous lui fournissez un produit à 0,3 degrés. Ça va l'agresser. En fait. Ça crée un problème de... Oui, docteur Kemoun, alors, idéalement, avec quoi doit-on remplir le jeûne? Donc l'objectif quand on remplit le jeûne, c'est le resucrage et aussi la réhydratation. Donc commençons par le resucrage. Donc les dates sont excellents pour la rupture du jeûne en termes d'apport de densité nutritionnelle. Ils sont très riches en nutriments, mais aussi en glucose et aussi en fructose, ce qui va permettre un resucrage rapide. Après, bien sûr, l'hydratation. Donc ça peut être de l'eau, donc de l'eau minérale ou un jus de fruits naturel. Donc ce qui va permettre aussi l'hydratation et le resucrage. Donc ensuite, bien sûr, temporiser quelques instants, quelques minutes avant de prendre le repas. Oui. Le repas, alors on termine, on me dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors brièvement, le repas doit être fait avec quoi? Et le suhour aussi, parce que ça aussi c'est très important. Oui. Donc chez l'enfant, le ftour ne doit pas être retardé, donc il faut le prendre dès la rupture du jeûne, vu que l'enfant a vraiment besoin de ces minéraux, de ces vitamines. Donc on recommande toujours d'avoir une soupe ou une harira. Déjà c'est une source de légumes, de fibres, de vitamines, de minéraux, mais aussi d'eau, donc afin que l'enfant puisse récupérer les liquides perdus durant la journée. Bien sûr, ça doit être accompagné de glucides complexes ou de céréales. Donc, ça peut être du riz, du pain, de la pomme de terre. Aussi, il ne faut pas oublier les protéines, donc, qui vraiment interviennent dans la croissance de l'enfant. Donc, ça peut être des protéines végétales, donc, comme les lentilles, ou des protéines animales, comme les viandes, les poissons, le poulet, même les œufs. On a tendance à manger beaucoup de viande, d'ailleurs, durant ce mois. Oui, il faut quand même équilibrer. C'est surtout d'avoir un bon équilibre entre protéines animales et protéines végétales. Donc, ça, c'est important. Bien sûr, sans oublier les légumes. Donc, surtout les crudités. Donc, une bonne salade de crudités permet vraiment la satiété, permet la digestion aussi, la réhydratation et aussi la digestion. On a tendance à avoir beaucoup de constipation durant le Ramadan, surtout les enfants. Aussi, oui. Sinon, avant de passer au suhour, on arrive à la soirée. Donc, au lieu d'avoir des boissons sucrées, des gâteaux sucrés, on recommande d'alterner. C'est-à-dire penser en fait à la réhydratation pendant le ftour et entre le ftour et le suhour. Ça, c'est très important. Exactement, ça, c'est très important. Et aussi, on conseille de prendre des fruits. Et même, parlons de sommeil, pour qu'ils puissent dormir, on recommande des aliments qui sont riches en tryptophane, qui permettent la sécrétion de la mélatonine. On les trouve où? Donc on a la banane, on a les amandes, le lait. Donc ce sont des aliments qui contiennent de la tryptophane qui permettent l'endormissement. Donc on arrive au suhour. Donc le suhour est un repas vraiment indispensable déjà pour l'être humain et surtout chez l'enfant qui a vraiment besoin de l'énergie durant la journée. Donc le suhour doit avoir tous les macronutriments. Il doit contenir des protéines, donc les yaourts, flocons d'avoine. Il doit aussi contenir des glucides, donc le pain, le riz, la pomme de terre. Il doit contenir aussi des légumes, des fruits, une source de fibres, comme ça pour exactement comme ça pour varier les apports et pour donner le maximum d'énergie à l'enfant durant la journée. Et bien sûr, sans oublier l'eau, avoir un bon apport en eau durant suhour. Oui, merci beaucoup, docteur Kemoun, pour ces explications. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission et pour vos conseils. J'espère qu'on a pu vous être utile, on a pu répondre à vos questions. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve mardi prochain et on parlera d'accidents domestiques pendant le Ramadan. D'ici là, portez-vous bien et sahaftourkoum.